Moi, je suis là. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Donc, on va un peu attendre que les internautes se connectent progressivement. Donc, merci à ceux qui sont déjà là et qui ont commencé à nous écouter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Fatou, nous sommes déjà en ligne. Parfait. Donc, bonjour on à attend tous. juste que... Okay. D'accord, ça marche. On est en train d'attendre un peu que les internautes se connectent petit à petit. Donc, si tu peux partager dans ton réseau comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai partagé la page Noix FC. Je crois que juste en bas de la publication, tu as même le bouton partager et tu peux directement partager aussi. Je crois que ça peut se faire de cette manière-là. Ouais. Je pense que je peux le faire. Il me semble que je pense que ça me déconnecte parce que moi, je suis sur l'application, en fait. Je vais essayer. Mais j'ai déjà partagé, j'ai déjà prévenu quelques personnes déjà. Ok, d'accord. Donc, c'est correct. Il n'y a pas de souci. Donc, on va voir. Donc, je suis ici aujourd'hui avec Stéphane, Fatou et Christelle. Donc, on va discuter un tout petit peu de la question de la polygamie, hein, c'est-à-dire le fait pour un homme ou pour une femme d'avoir un ou plusieurs conjoints ou conjointes. Donc, souvent, ça soulève beaucoup de passion. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les conséquences. Il y a des personnes qui disent que la polygamie a des avantages, il y en a qui disent que la polygamie a des inconvénients, mais à la fin, ça dépend vraiment des expériences individuelles. Donc, on va essayer de voir quelles peuvent être les conséquences de la polygamie sur les femmes, sur les enfants et même aussi sur les hommes, parce qu'il y a des hommes qui, malgré le fait que ce soit eux qui aient choisi la polygamie, vivent aussi des situations très, très difficiles. Donc, avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, je vais donner la parole à Stéphane pour qu'il se présente. Ensuite, ce sera le cas de Fatou et puis on va terminer par Christelle. Donc, Stéphane, je te passe la parole. Alors, merci beaucoup, Noah FC. Sinon, Yann Viviane. C'est un plaisir de m'avoir convié à cette thématique qui est très, très, je dirais, importante pour notre communauté. Alors, moi, je suis informaticien. Ça va faire plus de 14 ans que je suis dans le domaine. Et entre-temps, j'ai créé une chaîne pour parler de l'immigration et l'entrepreneuriat au Canada et partager mon expérience de manière globale. OK. Et pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais nous apporter dans toutes ces discussions-ci? Alors, tu sais, la thématique m'a beaucoup intéressé parce que je fais partie de ceux-là qui sont nés dans les années 80. Et donc, j'ai quand même baigné autour de ça. J'ai été dans un modèle social où la polygamie était très mise en avant. Oui. Et dans certaines circonstances, j'ai pu voir des bienfaits et puis j'ai pu aussi voir les méfaits de cela. Et on va en discuter tout au long de ce live pour que les gens comprennent un peu ce que j'ai vécu. D'accord, super. Je tiens quand même à rappeler que je suis issu d'une famille monogamique. Ah, monogamique. OK, ça marche. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, Fatou? Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Fatou. De formation, je suis éducatrice spécialisée. Donc, c'est un travail qui nous permet d'œuvrer auprès d'un public en situation de fragilité. Pour ma part, c'est bien plus auprès de la jeunesse et des familles qui éprouvent des difficultés. Et aujourd'hui, je suis cadre socio-éducatif, donc j'encadre des équipes socio-éducatives qui interviennent auprès de ces publics. Alors moi, je trouve le sujet très intéressant puisqu'effectivement, j'ai eu l'occasion de mon expérience professionnelle ou même personnelle, d'avoir justement été témoin à un moment donné des différentes personnes que j'accompagne, parfois des avantages et parfois des inconvénients, voire même des dégâts assez lourds que peuvent avoir la polygamie en France, me concernant particulièrement. Du coup, je trouve intéressant justement de partager ces échanges et puis voilà.
Super, merci Fatou. Alors, on va passer à notre dernière invitée, Christelle. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde. Je suis Christelle et je suis ingénieure. Je travaille en gestion de projet pour une compagnie de télécommunications en ce moment. Et parallèlement, je suis entrepreneur. Je gère 2 compagnies. J'ai un bureau d'immigration et puis j'ai une compagnie en ressources humaines qui est récente. Et donc, je suis une abonnée de Noir et Psy parce que je trouve que la façon que Yann aborde les problématiques liées à la communauté, c'est très bien fait, c'est pas biaisé. Et là, je n'exagère pas parce que sur sa page, on arrive à peu près tous à se retrouver dans tout ce qu'elle écrit et comment elle écrit, comment elle le décrit, comment elle aborde les problématiques. C'est vraiment très bien fait. Donc, le sujet d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup plus au niveau culturel parce que moi, je suis Bamiléké et c'est quelque chose qui est culturel chez nous, la polygamie. Du coup, quand elle m'a fait part qu'elle abordait le sujet, je me suis dit, ouais, je vais apporter un peu de notre vécu, quoi, au sujet. C'est intéressant d'avoir des différents points de vue, des différentes façons de voir. C'est très enrichissant. Merci beaucoup, Christelle. Je ne sais pas qui a la télé allumée chez lui, parce que j'entends le son de la télé. Je ne sais pas c'est qui. C'est chez moi, je vais baisser ça. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, alors, on va commencer. Moi aussi, je suis issue d'une famille polygamique, donc c'est un sujet qui me touche aussi un peu au niveau personnel. Et j'ai aussi ma propre expérience par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients? Je pourrais m'exprimer que par rapport à un enfant qui a grandi dans une famille polygamique. Donc, je n'aurais pas le regard d'une épouse qui épousait un homme polygame. Donc, vous savez, c'est très, très différent. Donc, ce qu'on va faire ici, on va commencer par les motivations. Parce que quand on parle de polygamie, il y a plusieurs formes de polygamie. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut pousser un homme, ici on va parler de la polygamie des hommes, qu'est-ce qui peut pousser un homme dans nos sociétés à vouloir avoir 2 ou plusieurs femmes? Je ne sais pas qui d'entre vous peut commencer. Alors, je vais... Stéphane, mais bon, En tant qu'homme, je vais parler pour moi parce que je ne vais pas généraliser les hommes parce que les goûts, les envies diffèrent d'un individu à l'autre. Alors, il faut savoir que ce qui peut pousser un homme à aller vers plusieurs femmes, ça peut être, je dirais, le manque d'affection suffisante. C'est-à-dire, il peut être avec une femme et il ne reçoit pas assez en termes d'affection et il se dit qu'en allant chercher ailleurs, il pourrait recevoir cette affection qu'il n'a pas. Et aussi, l'autre aspect, c'est que de par sa nature, l'homme aime bien découvrir. Donc, toujours dans la quête d'aller regarder ce qui se passe à gauche, à droite, il peut arriver qu'il se trouve, comment on avait dit ça, dans l'envie, voilà, de faire une seconde, une troisième, une quatrième femme parce qu'il est tout le temps en train d'aller chercher à satisfaire un besoin, quoi, un besoin continu qui ne s'arrête pas. Ok. J'avais une petite question avant de passer à Fatou et Christelle. Là, tu parles d'un besoin de curiosité et tout ça. Est-ce que ça pourrait, selon toi, justifier qu'on aille jusqu'au mariage? Parce que là, on parle vraiment dans le cas où l'homme il a épousé légalement la femme. Donc, on est bien dans ce cas-là? Effectivement, on est dans ce cas parce que il faut savoir que lorsque on va à la curiosité, on va découvrir quelqu'un d'autre, ce qui va arriver très souvent, c'est qu'on va faire des comparaisons. De manière inconsciente, une comparaison va naître. On va se dire, je vais les spécifier en termes de lettres. On va se dire, A ne fait pas ce que B fait. B est attentionné, B ne peut pas bien, B est très chic, B est très belle. Et A, elle est comme, voilà, elle est totalement le contraire de B. Et donc, du coup, ça va créer déjà comme une onde de comparaison et qui va pousser l'homme à faire un second choix. Parce que pour lui, le premier choix n'était pas à sa juste valeur. Comme il ne veut pas peut-être se séparer d'elle, il va en rajouter, etc. Ok, d'accord, merci. Donc, je ne sais pas de Christelle ou Fatou qui avait levé la main en premier. Christelle, je pense qu'elle peut y aller aussi. Ok, ben, j'aurais dit Fatou là, mais bon, si Fatou me donne la parole, c'est correct. Mais moi, je pense de ce que j'ai observé autour de moi, je pense que c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. L'intérêt n'est pas forcément pécunier, mais tout le temps, la façon que
les sociétés où la polygamie est permise est faite, c'est que ça sert les intérêts de certaines personnes. Là, on parle de polygamie des hommes. Il y a beaucoup de choses. Quand on observe autour de nous, les histoires qu'il y a autour de nous, nos amis, nos familles et tout, il y a beaucoup de choses qui ont souvent poussé des hommes à avoir une deuxième, une troisième, une quatrième femme. L'intérêt peut être comportemental, comme Stéphane a défini. L'intérêt peut être physique, dans l'attrait physique. L'intérêt va même souvent jusqu'à être dans l'aspect financier. Ça va dans l'aspect financier, ça va dans le domaine des affaires, parce que vous allez voir beaucoup d'hommes aujourd'hui qui vont épouser une deuxième, une troisième femme parce que c'est un partenaire d'affaires qu'ils ont rencontré. Donc, à tout moment, et je le dis souvent, pas de façon péjorative, mais je le dis par observation sur des faits, les hommes, et là je parle du masculin, les hommes, le masculin, ils servent tout le temps leurs intérêts. C'est pas un reproche, mais c'est une observation. C'est quelque chose que j'ai observé. En tout temps, ils servent leurs intérêts dans des choses. S'ils ont quelque chose à faire qui va faire qu'ils seront plus équilibrés, qui va faire que leurs affaires vont mieux marcher, qui va faire qu'ils vont facilement évoluer, ils vont le faire, ils ne vont pas hésiter. En tout temps, ils servent l'intérêt. Et dans la polygamie, c'est ce que moi j'ai eu à observer autour de moi. Okay, donc tout le temps de l'homme en fait. Oui, celle des hommes, c'était tout le temps pour servir leur intérêt. Même si c'était dans le cas où, comme Stéphane a dit, ça peut être dans le cas où j'ai une première femme qui ne fait pas d'enfants, ben, je vais aller dehors, faire des enfants et épouser même celle de dehors. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, on va dire, écoute, là, je suis un homme d'une telle communauté, mais chez nous, l'une des choses qui fait ta masculinité, c'est d'avoir des enfants. Donc, je vais à tout prix chercher à démontrer que sur ce plan-là, je fonctionne. Donc, je dois aller prendre une deuxième, une troisième femme. Il y en aura qui font, je fais des affaires avec Stéphane. Stéphane est mon partenaire d'affaires. Et puis, à un moment, Stéphane épouse ma petite sœur. À ce moment, Stéphane va réfléchir en disant, oh non, je scelle une relation d'affaires. Comment est-ce que je peux sceller une relation d'affaires avec Christelle? J'épouse sa petite sœur. Donc, et tout le temps, ils servent leurs intérêts. Il faut voir ça comme une relation d'intérêt. Je le dis vraiment pas dans le sens péjoratif, mais c'est ce qui est. OK, donc c'est un constat. Oui. Je vais juste intervenir, si Fatou me permet, bien sûr. Donc, tu n'interviens pas longtemps, hein, comme ça, après Fatou, et puis on revient à toi. OK. Je vais? OK. Donc, je vais rancher sur ce que Christelle disait. Christelle a parlé d'intérêt physique, financier, comportemental, qui est vraiment très pertinent. Je vais rajouter aussi l'intérêt social. C'est-à-dire, de plus en plus, il y a des tribus chez nous en Afrique où c'est encouragé, où c'est motivé. Et lorsque on a beaucoup de femmes, comme disait Christelle tantôt, on est considéré comme étant un mâle dominant. Donc, n'avoir qu'une seule femme, ce serait comme être la risée du village, si on pouvait quantifier ça dans un village bien précis. Donc, il y a déjà cela. Et puis aussi, il faut savoir que dans la plupart des pays africains, le régime qui prévaut beaucoup plus, c'est le régime polygamique. Donc, déjà, quand quelqu'un a une seule femme, très souvent dans le milieu social, c'est vu comme tu n'as pas les moyens de ta politique. OK, d'accord. Donc, tu rajoutes en fait l'aspect social aux arguments de Christelle. Tout à fait. D'accord, ça marche. Alors, on va laisser Fatou maintenant nous partager aussi sa réponse. Merci. Moi, je pense que en fait, les besoins peuvent être vraiment très différents. On parlait d'époque tout à l'heure. Je pense que les choses évoluent aussi en fonction de la société et que les raisons qui poussent un homme à être polygame peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, sont plus forcément les mêmes raisons puisqu'on n'a plus forcément le même type d'homme avec le même type de besoins et la même manière de s'imposer au sein de sa famille. Alors, du coup, mon avis, moi, me concernant, je pense qu'il y a différents niveaux. Il y a déjà certainement un manque affectif, comme on l'a dit. Aussi, le fait de ne pas, on va dire, d'aller vers une femme qui possède les qualités que peut-être la première femme n'a pas. Et parfois, je pense que ça peut être sous contrainte. Alors, quand je dis contrainte, c'est pas forcément de la provocation, mais je dis que ce que je vois Stéphane sourire quand je dis contrainte, c'est vraiment
que le monsieur, en fait, est dans une situation où il ne peut pas divorcer de sa première épouse pour diverses raisons. Ça peut englober des raisons financières ou d'autres contrats. Peut-être que c'est des affaires entre eux. Peut-être qu'il Tout s'agit simplement, d'un... il est loyal. Il est loyal. Il décide, non, je ne vais jamais te quitter. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais je termine mon argument. Je pense qu'il y a aussi des enjeux familiaux. Voilà, peut-être que c'est un lien qui a été prévu depuis longtemps, un lien de sang, etc., où il y a des enjeux qui font qu'on ne peut pas détruire en fait ce lien et que du coup, la personne se dit, OK, ça, pas de problème, mais par contre, je vais aller faire mon choix, je vais aller choisir quelqu'un que je veux vraiment. Donc, je pense qu'il y a ces raisons aussi. Après, elles peuvent être financières en fonction de la situation de la personne. On parle des hommes, là c'est notre sujet, mais il y a aussi des femmes qui sont financièrement indépendantes, stables, qui ont des niveaux de vie plutôt corrects, même plus que corrects, et qui veulent peut-être parfois plus de liberté et se dégager de la contrainte du quotidien. Et donc ça aussi, même si c'est un peu plus pour les femmes, je ne vais pas dévier trop longtemps, mais ça peut être aussi un des motifs pour lesquels il y a la polygamie, parce que les hommes aussi peuvent accepter ce type de profil. Là où il peut y avoir, et là c'est la porte d'entrée vers les soucis, les problèmes, je pense, c'est le fait de ne pas communiquer directement en fait à la première épouse son intention, son besoin ou son envie de justement prendre une deuxième épouse. Ça, le jour où on le découvre, c'est le drame. Donc voilà, c'est pour ça que, et ça on l'a vu hein, à travers les réseaux sociaux, à travers des faits divers, à travers des images ou même en plein dans la mairie, on se rend compte voilà, de certaines choses. C'est tellement compliqué que parfois l'homme ne peut pas en fait, ne peut pas le dire, ne peut pas assumer finalement son envie, ses besoins, va le cacher et ça va pour moi contribuer à éclater un foyer en fait. Mm-hmm. OK. Donc, alors tu abordes justement le prochain point, les causes. C'est-à-dire, quelles sont les causes des problèmes dans certains foyers polygamiques? Donc là, tu parles du fait que le mari peut ne pas avoir partagé sa décision ou alors son questionnement avec la première épouse. Mais est-ce que vous pensez que même le fait de partager ce questionnement ou de lui demander, entre guillemets, son autorisation, comme on dit souvent, ça change quelque chose au fait qu'après, il n'y a pas de problème? Est-ce que le fait d'en discuter au préalable est suffisant? Parce qu'il y a des familles aussi où le mari arrive juste et il te prévient, donc il t'informe. Ce n'est pas vraiment pour demander ton autorisation. Il t'informe du fait que, bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix, elles se sentent dans une position où elles se disent, ben, si je refuse, ça ne va rien changer, il va quand même le faire. Donc, je vais dire, OK, vas-y. Mais est-ce que ça va diminuer ou alors est-ce que ça va avoir un impact sur comment les choses vont se passer par après? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça peut quand même, pardon Stéphane, moi je pense que ça peut quand même avoir un impact, même s'il est moindre. Le fait, en fait, d'être prévenu comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Mais le fait que la personne soit avertie que ça peut arriver à un moment donné, pour moi, au niveau du choc ou de l'impact qui va arriver par la suite, ça peut être différent. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, parce que une femme aussi peut dire, OK, moi je suis au courant, mais tu seras prévenu que le jour où tu feras ça, je ne suis pas d'accord, ce sera un divorce. Chacun est prévenu. Tout le monde, c'est un contrat qui est passé. Si tu veux, fais-le, mais ce sera sans moi. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut. Voilà, je pense que la personne va se sentir trahie, mais pas de la même manière que si on n'avait jamais abordé le sujet et que ça arrive comme ça. OK. Donc, un peu ce que tu dis, c'est que ça pourrait amortir en fait la manière dont la femme le ressent. Pas forcément empêcher que ça lui fasse mal, mais ça amortit un peu le choc, c'est ça? Pour moi, en fait, je ne sais pas si on peut dire amortir le choc parce que le choc sera là, mais en fait, on met automatiquement des mécanismes de défense dès l'instant où on est averti d'une chose. Si on me dit, bah, attention, Fatou, il va pleuvoir, ok, je sais qu'il va pleuvoir dehors, je vais prendre mon parapluie. Ça va être une manière de se protéger. Attention, enfin voilà, après, selon comment chacun réagit. Je pense que ce serait peut-être trop loin de dire ça va modifier l'impact parce que si la personne, bah, forcément, elle l'aime, c'est compliqué de s'imaginer dans cette configuration. Néanmoins, elle pourra peut-être mieux se préparer en tout cas. Mais la douleur, je pense que
soit c'est pareil, soit c'est peut-être pas à mon niveau que l'on pourra justement quantifier la douleur. D'accord, ok. Je vois qu'il y avait Stéphane, je ne sais pas si c'est Stéphane ou Christelle qui... Oui, c'est une bonne question, Yann Viviane. Alors, moi, j'aime bien le dire, hein, le couple, c'est deux personnes. Le couple, c'est deux personnes. Tout ce qui s'y passe, c'est les deux personnes qui le savent avant que le monde extérieur ou bien le public vienne intervenir. Donc, si les deux n'ont pas communiqué sur la question, sur la thématique de savoir est-ce que ça te dirait je prends une seconde ou troisième femme, c'est clair qu'à un moment donné, il y aura forcément des dérapages. Il y aura forcément des conséquences, je pourrais dire, désastreuses. Parce que quelqu'un qui est mis devant un fait accompli, apprend plus tard, quelques années plus tard, que le monsieur a une seconde femme, a des enfants déjà, etc. Alors là, on n'avait pas prévu la façon dont la femme va se comporter. Donc, ça peut créer de tas de gros soucis par la suite. Donc, je pense que c'est toujours bien d'aborder le sujet, de communiquer sur la question et au moins de savoir qu'est-ce que pense l'autre partie. Parce qu'une fois qu'on est conscient de ce que pense l'autre partie, alors on est face à ces risques et périls, tout simplement. Ok, d'accord. Et Christelle, qu'est-ce qu'elle en pense? Mais moi, au-delà de la question du choc de quelqu'un qui apprend, moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a le choc vient avec l'affaire de l'honnêteté. Ça veut dire qu'à un moment, on se rend compte qu'on n'a pas bâti sur des bases honnêtes. Et je pense que c'est souvent ça qui blesse un peu dans cette histoire. C'est qu'en réalité, vous vous rendez compte que vous vivez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas dans le fond. Vous ne connaissez pas dans le fond. Il y a ces cas de figure-là. Il y a des cas de figure où, comme Fatou l'a décrit, on sait à quoi s'attendre, comme Stéphane dit. Ça veut dire tu vas dans un mariage, tu sais qu'après toi, il peut y avoir 5, 6, 7 femmes. Et puis, il y a le cas de figure où tu es marié à quelqu'un et c'est même choquant parce qu'on a des cas de figure où on est marié au régime monogamique, hein, et où des gens vont épouser 2, 3, 4 femmes. Au-delà de n'importe quelle considération, il y a un problème d'honnêteté à la base. Il faut être clair quand on est en relation avec du monde, que ce soit dans le mariage, l'amitié ou n'importe quoi. Il faut être clair sur comment est-ce qu'on voit les choses, sur comment est-ce qu'on aimerait faire les choses et demander l'avis à l'autre personne en face. Voilà comment moi je vois les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que, comme Stéphane l'a prononcé, il ne faut pas mettre des gens dans des situations et qu'ils ignorent qu'ils sont dans ces situations-là. Parce que, au-delà d'être fâché parce que tu apprends qu'il y a une autre femme et autre, il y a des problèmes de sécurité, d'intégrité physique. Il y a des problèmes de sécurité pour la progéniture par rapport au patrimoine. Il y a plein de problèmes qui viennent se greffer après. C'est surtout ça, en fait, qui rend les gens très négatifs, très catégoriques dans ces cas de figure-là. Parce que lorsque quelqu'un est averti, c'est différent. Quand je vais en mariage et que je sais que ce monsieur peut prendre 2, 3, 4, 5 femmes, c'est différent. Comme Fatou l'a dit, je sais qu'il va pleuvoir, du coup, je me prémunis de mon parapluie. En restant là-dedans, je sais comment je vis. Contrairement à la personne qu'on vient voir à la maison à qui on dit écoute, je vais me marier, ou bien en lui demandant est-ce que je peux me marier. Que tu dises que tu vas te marier, ou bien que tu demandes est-ce que tu peux te marier, à la base, il y a un problème d'honnêteté là, moi je crois. Définitivement. Donc, toi, ce que tu soulignes davantage, c'est l'honnêteté. Bon, tout ce que vous avez dit, effectivement, ça dépend vraiment des cas de figure. Moi, ce que j'ai pu constater en grandissant dans une famille polygamique, entendons-nous bien qu'avoir 2, 3, 4, 5, 6 femmes, c'est très différent. Si on grandit dans une famille où il n'y a que deux femmes et que chaque femme est dans sa maison, c'est différent de grandir dans une famille où il y a peut-être 3 femmes, on est tous au sein d'une même concession, on partage presque tout. Donc, souvent, il y a énormément de conflits. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est parfois si les deux femmes sont querelleuses. Si les deux femmes sont querelleuses, ça va être problématique. S'il y a peut-être l'une des femmes qui est beaucoup plus conciliante, ça peut être un peu différent. Et il peut y avoir aussi des problèmes entre les enfants des femmes différentes. Hein, parce que, comme on dit souvent, on s'entend peut-être mieux avec ses frères et sœurs d'une même mère que ses frères et sœurs d'un même père, parce qu'on n'a pas les mêmes mamans. Et si les deux mamans ne s'apprécient pas, ça aussi, ça va influencer. Donc, je me dis que la polygamie, parfois, en fonction du contexte aussi et des enjeux, peut causer des problèmes aux enfants si peut-être il y a des conflits.
entre les femmes, des conflits, même dans la grande famille, parce que quand on dit polygamie, c'est pas que le mari et ses femmes, c'est toutes les belles familles là aussi qui rentrent en jeu. Ça fait beaucoup, beaucoup de belles familles, ça fait beaucoup d'enfants, ça fait beaucoup de cousins, cousines. Ça peut jouer aussi. Vous qui avez grandi dans des familles pareilles, est-ce qu'il y a des choses aussi que vous avez pu voir, constater, qui pouvaient avoir une influence en fait sur les enfants? Ben, moi, si j'observe un peu la culture, je vais prendre le cas de la communauté Bamileke, par exemple, dont je suis issue. Du plus loin que je peux observer, Yann vive. Et ce que je vais dire, je le dis pas comme de façon personnelle là, ou bien, il n'y a pas beaucoup de choses positives qui sortent de là-dedans. Il n'y a pas beaucoup. Les seules configurations de même où on a l'impression que c'est réussi, ce sont les configurations où les personnes sont nantis. Et pourquoi on a l'impression que c'est réussi? C'est parce que la réussite pécuniaire, financière vient masquer beaucoup de choses dans la communauté. On voit juste que c'est un monsieur qui a réussi. Ces femmes, comme Fatou disait tantôt, il y a des femmes qui sont très nantis, qui entrent là-dedans, des femmes qui ont fait des études, qui font des affaires. Donc, on voit que, ah non, sa femme est déjà à tel endroit, la deuxième est procureur, la troisième fait des affaires à tel. En fait, la réussite financière donne l'impression qu'il y a cohésion. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de cohésion. Cette histoire-là est tellement difficile à vivre. Il faut la vivre de l'intérieur pour comprendre. Pour comprendre que à un moment, moi je le dis toujours, je le dis comme pour m'amuser, mais la polygamie, c'est fait pour du monde qui ont de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour entrer là-dedans. Parce que l'argent, finalement, fait que les gens simplifient beaucoup de choses. Au-delà des brisures qu'il peut avoir et tout, ben, tu regardes un peu le fait d'être à l'aise financièrement, tu prends sur toi sur beaucoup de choses. Mais en réalité, quand tu le vis de l'intérieur avec ces gens qui sont à l'aise financièrement là-dedans, mais il y a des histoires, il y a des films d'horreur là-dedans. Et je le dis là avec bémol là, mais il y a des histoires d'horreur là-dedans. Parce que dans ces configurations-là, personne ne garantit ton intégrité physique, ni celle de tes enfants. Oui. La personne qui vous met tous ensemble là ne garantit l'intégrité physique de personne. OK? Et la seule personne dont je suis sûre, c'est moi. Moi, je ne suis pas sûre de Yann vivre dans cette histoire. Je ne suis pas sûre de Fatou. Je peux ne pas avoir des réactions extrêmes, mais que la coépouse a des réactions qui vont à l'extrême là, au point c'est non-contrôle là. Il n'y a personne qui peut te garantir ton intégrité physique là-dedans. Et là, je parle de physique parce qu'on peut développer et aller plus loin là. Donc, des fois, quand nous disons en communauté que non, il y a des polygamies réussies, c'est un peu malhonnête de le dire parce que pour avoir côtoyé des polygamies comme ça, où la réussite financière est à l'œuvre et tout, des fois, c'est quand le patriarche tombe dans ces familles-là que tu te rends compte qu'il y a de graves scissions là-dedans et des choses que tu ne pouvais pas imaginer en fait. C'est quand le patriarche, la personne qui essaye de maintenir un semblant de cohésion, parce que c'est l'homme qui est au milieu, là, qui vous regroupe et tout. C'est quand c'est lui qui tient les rênes, il lâche, et où tu vois la face de tout le monde. En fait, tu es même scandalisé quand tu suis les histoires. Mais de l'extérieur, ce n'était pas perceptible parce que, comme je dis, la réussite financière masque beaucoup de choses. Pour moi, personnellement, non. Pour l'avoir observé, l'avoir tourné dans tous les sens, non. Oui, il y a un facteur que je ne sais pas, est-ce que c'est la télé qui est chez toi ou c'est les enfants? Parce que j'entends vraiment. OK. Je vais me déplacer. C'est mieux que je me déplace là. Je vais me mettre dans un endroit plus tranquille. OK. Donc, il y a un point que tu as soulevé vraiment qui me parle énormément. C'est vraiment le fait que, justement, la polygamie des riches, si on peut dire ça comme ça, de l'extérieur, on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce que l'argent va masquer les dissensions. L'argent va, entre guillemets, fermer la bouche à beaucoup de personnes. Mais souvent, dans ces polygamies-là, ce qu'on a pu voir dans beaucoup de régions aussi, c'est que l'homme, parfois, peut perdre la vie. Parce que si on discute, en fait, le mari et que le mari a beaucoup d'argent, à un moment donné, on peut se retrouver avec des drames. L'homme peut perdre la vie, ça peut être les enfants d'une des femmes qu'on peut empoisonner. Donc, on arrive aussi vraiment à une crainte pour l'intégrité physique, comme Christelle a dit là. Donc, moi, je crains souvent beaucoup pour les polygames qui ont beaucoup d'argent parce que je ne sais pas comment ils font pour dormir la nuit. Il y a énormément d'enjeux autour d'eux et ce n'est pas du tout évident.
Je ne sais pas si Stéphane, toi, en tant que... Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Oui, je vais rejoindre Christelle. Hein. Tout ce que Christelle vient de dire a du bon sens. Effectivement, il y a en fait, les familles polygames qui ont longtemps réussi, ce sont ces familles-là qui avaient beaucoup d'argent. On peut le voir, on peut en citer. Si on va, par exemple, au Cameroun, les Kadji ou bien les Défosso, etc., ce sont des gens qui avaient de l'argent, ils avaient beaucoup de femmes. On n'entendait pas de bruit. Pourquoi? Parce que le patriarcat était là, il avait de l'argent, il pouvait subvenir aux besoins de tous les membres de sa famille. Mais en général, quand on fait le pour le contre, quand on pèse les deux sur la balance, je dirais la polygamie est très difficile. Parce que déjà en partant, quand on sait que la monogamie, c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas encore à canaliser, combien de fois on va aller se mettre dans la polygamie pour pouvoir résoudre le problème? On ne pourra pas parce que déjà, on est en train de se tirer une balle au pied. Alors moi, ce que je retiens, c'est que dans la polygamie, l'impact au niveau des enfants sont énormes. Il y a déjà le manque d'amour, les échecs scolaires répétés, le trouble psychologique, le manque d'encadrement, un environnement instable. Et j'aime bien le dire, très souvent, même quand on essaye d'être juste avec chaque membre de la famille, il y a toujours du favoritisme. Qu'on le veut ou pas, on est des humains, on ne peut pas être impartial. Il y aura toujours quelqu'un qu'on va choisir mieux que l'autre. Et face justement à ce cas de figure, ça va générer ce que je vais appeler de la jalousie. Parfois, ça sera des jalousies, je dirais, inconscientes ou bien dissimulées, mais tôt ou tard, lorsque l'opportunité va se faire sentir, cette jalousie va naître et cette jalousie va être désastreuse à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que tant souvent, quand ces messieurs-là qui ont choisi la polygamie meurent, ça devient vraiment de la déchirure entre les enfants de ces familles polygames. Tout à fait, tout à fait. Oui, je suis tout à fait, j'embrasse complètement cette perception pour l'avoir vécue personnellement. Donc, Fatou, qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je pense que, en fait, il y a différents niveaux d'analyse. Déjà, les enfants, c'est clair que c'est une porte d'entrée assez importante, en tout cas à citer, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des comparaisons. Ça, de toute façon, c'est humain. Personne ne pourra me dire j'aime voilà, tout le monde exactement de la même manière ou j'aime mes femmes de la même manière. Ça, c'est trop. L'être humain est beaucoup trop complexe par rapport à ça. Et puis, on ne contrôle pas aussi les réactions de chacun et chacune. Donc, moi, je trouve que l'impact aussi est important dans la mesure où les enfants auront une certaine place dans cette organisation. Après, c'est important que les choses soient claires. Est-ce que vous entendez la polygamie par les deux ou trois femmes vivent dans la même maison ou alors les femmes sont séparées? Parce que là, pour moi, ça dépend. Quand on parle d'éducation, d'enfants, etc., ce n'est pas la même chose dans le cadre d'un foyer polygamique d'habiter tous dans la même maison que dans des logements complètement séparés où elles se voient jamais, sauf à des rares occasions et encore. Ça n'a absolument rien à voir déjà. Et ensuite, la place et le rôle des enfants, bien sûr, est important. Si le temps, en fait, est réparti de façon inéquitable, forcément, il y aura des dégâts, que ce soit par rapport à l'attention accordée à la maman et même aux enfants. C'est très important puisque les enfants aussi voient des choses, ressentent aussi des choses et voient. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'enfant qui grandit et qui voit la relation entre ses parents. On voit comment sa maman, elle est traitée parce qu'on est en train aussi de définir en quelque sorte la façon dont lui, il va être traité, enfin, lui, il va traiter sa femme ou autre quand il sera adulte. Donc ça aussi, c'est très important. C'est pour ça que c'est important de bien définir en fait le type de polygamie parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et puis voilà, quoi, il y a aussi des hommes qui n'étaient pas partis pour la polygamie dès le départ. Et ça, c'est ce que je voulais rajouter la première question, qui n'était pas du tout parti là-dessus. Et le projet est arrivé pour X et Y raisons, parce que dans la vie, il y a des aléas, il y a voilà, un certain nombre de choses. Ce n'était pas prévu. Je ne vais pas dire ça s'impose à lui, mais en tout cas, il se dit que ben, moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et la seule manière de maintenir le lien avec cette personne, c'est de passer par le mariage, parce que sinon, ça ne peut pas continuer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu, ni pour le monsieur, ni pour la femme, ni pour la personne qui est dehors et qui va peut-être être officialisée
ou non. Donc ça aussi, je voulais aussi connaître votre positionnement par rapport à ça, si c'est possible, Noir et Psy. Donc là, c'est par rapport à la polygamie qui arrive et quand ce n'était pas prévu. C'est ça. Fatou, comme tu le dis, hein, il y a beaucoup de cas comme ça, c'est-à-dire ce que moi j'ai vu et entendu, si je prends l'exemple de mes patients ou de gens que je connais, ça peut être la question de l'infertilité. C'est-à-dire, oui, peut-être je me suis mariée, je n'ai pas pu avoir d'enfant avec ma femme et puis on s'est entendu et finalement j'ai pris une deuxième femme. Ou alors on s'est marié et puis au fil du temps, la relation, c'était plus trop ça. Mais on avait des enfants, on ne voulait pas se séparer, on voulait garder quand même un certain cadre et on s'est entendu, j'ai pris une autre femme. Donc, c'est souvent les deux cas de figure que j'ai souvent eu à voir. Bon, maintenant, sûrement qu'il va y avoir d'autres cas de figure aussi. Mais je me dis que les conséquences dépendent vraiment aussi du type d'homme et de femmes qui composent la famille polygame. Parce que oui, il y a des conflits, mais parfois dans certaines familles, les conflits sont plus graves que dans d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a la maturité des personnes qui composent cette famille-là, il y a les enjeux, il y a aussi les motivations. Comment s'est construite en fait la polygamie? Est-ce qu'au départ, les femmes étaient au courant? Si elles étaient au courant, je pense que parfois c'est un peu différent que comme Christelle disait, je crois au début, qu'on t'impose comme ça une deuxième femme alors que ce n'était pas prévu du tout. Donc tout ça va influencer le fait qu'au moment de gérer les conflits, au moment de gérer la jalousie et même d'éduquer les enfants, ce ne sera pas du tout les mêmes stratégies. Il y a aussi maintenant la question de l'argent. La question de l'argent. On peut se retrouver à un moment donné dans une situation où on se dit que oui, peut-être je vais prendre une autre femme, comme tu viens de dire, ça peut arriver en cours de route. Mais si la personne qui dit ça n'a pas les moyens, n'a pas les moyens aussi de pouvoir assumer sa décision. Parce qu'il faut le dire, tout le monde ne vit pas en ville. Il y a des personnes qui vivent dans des villages, des régions reculées. Ça aussi, ça peut amener des problèmes qu'on n'avait pas au départ. Ça veut dire que le peu de ressources que tu avais déjà pour ta femme et les enfants que tu as avec elle, il va falloir que tu les divises encore pour ta nouvelle femme et les autres enfants. Et voilà, il y aura de nouveau un impact sur la femme et les enfants. Donc, je dirais, Fatou, que c'est vraiment à prendre au cas par cas. Chaque couple a son histoire. Chaque couple a ses motivations et puis sa maturité aussi. Il y a des femmes qui vont te dire, moi, ça va, j'accepte la polygamie. D'autres qui vont te dire, c'est hors de question, je n'accepte pas. Donc, partant déjà de là, tu comprends déjà que la gestion ne va pas du tout être évidente. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des conséquences sur les femmes. Avant qu'on ait des conséquences sur les femmes, je te ressurgis sur ce que Fatou a dit. Oui. Elle a parlé de la polygamie, deux types de polygamie. La polygamie, les femmes vivant dans la même maison et les femmes ne vivant pas dans la même maison. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que ça n'enlève en rien que tout ça a un impact sur l'enfant, parce que ce soit les femmes vivant dans la même maison ou pas, c'est juste retarder le problème. Mais le problème est là, le fond est là. C'est que l'enfant va grandir avec un modèle social, se posant la question, où est mon papa? Certaines nuits, son papa sera chez l'autre femme et il n'aura pas l'attention dont il a besoin, l'affection dont il a besoin. Et puis après, ça peut créer des traumatismes parce qu'il va arriver, on va dire, pourquoi ton papa n'est pas venu? Il est chez une autre femme. Donc déjà, dans ce modèle social-là, familial, c'est clair que l'enfant va être traumatisé si il est dans un environnement où on parle de parents monogamiques, c'est-à-dire des enfants, des copains à lui qui ont des parents qui vivent sous le même toit, etc. Il ne comprendra pas. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, que ça soit vivant dans la même maison, c'est-à-dire, même si on essaie de baliser, de mettre tout en œuvre pour pouvoir éviter autant que possible des problèmes de chicane, mais ça ne va pas pour servir le bien-être de l'enfant, c'est plutôt pour servir le bien-être des individus, des adultes qui décident d'aller dans la polygamie, autant pour moi. Mais l'enfant est toujours impacté. Je suis d'accord avec toi. Oui. Un petit bémol, si tu as fini. Tu as fini? Oui. Oui, juste un petit bémol à ça. Ce que je veux dire, c'est que la qualité d'une relation parentale avec son enfant est aussi un peu liée à la nature du parent. On peut être un très bon parent polygame et un très mauvais parent monogame. Donc, je vais dire, moi, je vais prendre mon exemple. J'ai grandi dans une famille polygamique, mais je n'ai jamais vraiment ressenti ce manque affectif-là. Jamais de la vie, je n'ai pas ressenti ça. Donc, parfois, ça dépend aussi de comment tes parents t'éduquent. Ça dépend de la disponibilité du parent, de l'émotion que le parent a avec ses enfants, du temps que le parent prend pour éduquer ses enfants. Parce que si on est 15 enfants, je comprends que le temps va être très compliqué. Si on est 3-4 enfants, c'est déjà beaucoup plus faisable.
Donc, c'est juste pour mettre un petit bémol pour dire qu'on n'est pas toujours traumatisé dans une famille polygamique par rapport à la disponibilité des parents. Parfois, même au niveau de l'éducation, si le papa a de l'argent, tu n'as pas de problème. Tu as des bonnes écoles, tu as tout ce que tu veux pour t'accompagner à l'école. Je veux dire, tu manques de rien au niveau matériel et même au niveau émotionnel, tu peux ne manquer de rien. Je pense que ce qui peut plus affecter beaucoup d'enfants, c'est vraiment les conflits. Les conflits qui se sont passés entre les adultes et tout. Et ça peut être modulé, ces conflits-là, par l'attitude des parents. C'est-à-dire, oui, les conflits sont là. Comment les parents gèrent ces conflits? Comment ils se comportent devant les enfants? Qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre pour diminuer l'impact de ces conflits-là sur leurs enfants? Parce que, disons-le, il n'y a pas de parentalité parfaite. Mais en fonction de pas mal de paramètres, je peux dire qu'on peut être plus ou moins traumatisé et pas forcément par les mêmes choses. Donc, c'est juste pour mettre un petit bémol à ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Pour certaines situations, même dans d'autres situations, on peut ne pas retrouver aussi des gros traumatismes. Bien sûr, c'est au cas par cas. Oui, ça c'est... Il y a des invariants quand même, mais en cas de conflit, de tension, bon, l'enfant va forcément être affecté, mais il y a le management après. Qu'est-ce qu'on met en place pour que l'impact sur le long terme soit quand même un peu cadré? Je pense que, je crois que vraiment, c'est pas tout le monde qui a la capacité de gérer une famille polygame. Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il faut de grandes capacités de leadership, il faut beaucoup de maturité. Il faut comprendre le développement de l'enfant, il faut être disponible. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent vraiment bien gérer ça. Et parfois, les gens rentrent même là-dedans, ils ne savent pas ce qui les attend. Et c'est une fois qu'ils sont dedans qu'ils se retrouvent submergés par des conflits, des choses qu'ils n'avaient jamais imaginées. Ils sont dépassés, alors ils laissent faire. Et chacun ne se démerde pas avec ses enfants et puis il n'y a plus personne qui gère. Donc, je ne vais pas trop tirer en là, je vais juste vous laisser réagir par rapport aux conséquences sur les femmes. Quel type de conséquences est-ce que vous voyez? Par exemple, Christelle, qu'est-ce que toi, tu vois comme conséquences qui peut être récurrente chez les femmes, en fait, au sein de la polygamie? Les conséquences récurrentes chez les femmes, de façon générale, si je prends le cas de la polygamie, et puis je peux placer ça de façon générale aussi, c'est que les femmes dans notre communauté, elles ne vivent pas leur vie. Elles vivent leur vie au travers des yeux des gens. Parce que déjà, se retrouver dans la polygamie, dans ce genre de configuration, c'est une configuration difficile quand même, comme Stéphane dit là, c'est difficile. Ce n'est pas une configuration dans laquelle tu peux être facilement libre de faire n'importe quoi. Il y a un gros bagage émotionnel avec lequel tu vas sortir là-dedans. Il y a des conséquences sur le plan psychologique. Il va avoir des conséquences sur le plan personnel à beaucoup de niveaux. Comme je l'ai dit, dans une relation à 2, 3, 4, 5, la personne dont je suis le plus sûre des actions, c'est moi là. Je ne peux pas dire qu'est-ce que les autres font. Je ne peux pas juger de leur parce que en fonction de l'acte que quelqu'un pose, la conséquence peut être plus ou moins énorme. Donc, à beaucoup de niveaux, on va être quand même perdante là-dedans. On va être quand même perdante si on laisse de côté l'aspect matériel des choses. À beaucoup de niveaux, on peut... déjà, la tranquillité, seulement la paix, là, ça n'a pas de prix. Le fait que tu sois quelqu'un qui reste chez toi, qui ne réfléchit pas que oh, mes intérêts peuvent être menacés à tel endroit, les enfants, ils peuvent avoir un problème et tout. C'est juste ça, là, moi, je pense que c'est beaucoup. À beaucoup de niveaux, on est perdante. Mais on ne le voit pas comme ça parce qu'on a une culture qui encourage ça chez nous. Dans notre communauté, c'est les lois qui ont même déjà permis qu'on ait une communauté où des gens peuvent avoir 2, 3, 4, 5 femmes. C'était pour servir l'intérêt d'un certain type de personnes. La culture l'a encouragé en allant stigmatiser des femmes qui n'étaient pas dans des foyers, à tel point que les femmes, beaucoup de femmes ont préféré être 3e, 4e, 5e, 6e femme pour s'appeler madame. Donc, notre culture, elle est faite comme ça. On a cultivé sur beaucoup d'années cette façon de vivre-là. Alors, est-ce qu'honnêtement, on peut dire que le monde entre là-dedans de gaieté de cœur? Je ne crois pas. Il n'y a personne qui veut partager son mari. Hein. Personne ne veut partager son mari. Personne, même la femme la plus cool, la plus sympa,
Même lorsqu'une femme ne fait pas d'enfant et qu'après tu suis un homme dit, ah non, c'est ma femme qui allait chercher une femme pour qu'il fasse un enfant, elle ne cherche pas cette femme-là de gaieté de cœur, elle aimerait faire l'enfant à son mari. Il n'y a personne qui va entrer dans un triangle amoureux de gaieté de cœur. Donc, personnellement, ce que je pourrais dire, il y a beaucoup de conséquences morales et autres. Maintenant, à un moment, les gens pèsent. Est-ce que le disturbing moral, je peux le simplifier face à ce que je gagne en face? Tout le temps, c'est ce que les gens vont aller peser. C'est quoi mon intérêt dans l'affaire? Dès qu'ils répondent que leur intérêt, ça leur va, ben, ils ne sont pas à supporter n'importe quoi là. Donc maintenant, n'importe quoi va varier d'une personne à une autre. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Tout à fait, je partage carrément ton point de vue. Alors, c'est pas Fatou, Stéphane qui veut continuer. Oui, alors, l'impact de la polygamie sur les femmes, en tout cas, j'en ai relevé plusieurs. Mais avant d'arriver au niveau des impacts, je tenais quand même à mentionner que déjà, il faut savoir dans quelle configuration se trouve la femme. C'est-à-dire, il y a des femmes qui vont choisir la polygamie. Ça va être voulu. Ça va être, OK, je pense que je ne suis pas à même de peut-être faire des enfants, je vais trouver des solutions. Parce que la femme est constamment en train de chercher des solutions. Pour ma petite expérience, pour avoir vécu avec, flirté par le passé, côtoyer certaines femmes, la femme est perpétuellement en train de réfléchir, chercher des solutions. Donc, pour une femme stérile qui a tout essayé, peut-être, comme a dit Christelle, ça ne sera pas de gaieté de cœur, mais parce qu'elle veut trouver une solution, elle veut trouver un environnement sain pour elle et son mari, etc., elle va peut-être, malgré elle, lui demander d'aller vers une seconde épouse. C'est un choix en ce moment. Et puis, il y a le choix forcé. Ça, c'est très souvent culturel. Des femmes qui ne voulaient pas la polygamie, mais elles ont été forcées de le faire. Alors, maintenant, pour savoir quels sont les différents impacts qui s'en dégagent, moi, je pense que très souvent, ça va apporter le manque d'estime de soi. Parce que pour un monsieur qui était bien avec sa femme et du jour au lendemain va chercher une autre femme, c'est comme si la femme se dit, ben, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Elle va commencer à se questionner. Et comme je dis, la femme cherche la solution. Elle va tellement se poser des questions de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché qu'elle va perdre l'estime de soi de plus en plus du fait que son mari s'intéresse à quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a la jalousie naissante. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise la vérité, on est tous des humains et la jalousie va être d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui, bon, essayent de camoufler cela, il y a d'autres qui n'arrivent pas. Donc, la jalousie va naître dans les repas, dans le comportement, dans les attitudes à la maison. Ça soit toujours, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi? Il y aura de la jalousie, qu'on le veut ou pas. Et ça peut créer des conséquences encore plus dramatiques par la suite. Et pour finir, il y a du favoritisme. Alors, si les femmes qui sont dans les foyers polygames ont eu des enfants, qu'on le veut ou pas, Christelle va d'abord choisir ses enfants. C'est clair. Christelle choisit d'abord sa progéniture avant de regarder la progéniture de sa concubine. Donc, c'est comme ça. Et comme je dis tout le temps, ça peut occasionner d'autres conséquences dramatiques. Parce qu'après, les enfants vont grandir. Ah, ta mère te préfère plus, etc. Donc, c'est clair que au niveau des femmes, la polygamie a, comme j'aime bien le dire, beaucoup d'impact que d'actions positives. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce bon résumé. Alors, Fatou. Moi, je trouve que l'impact, et je rejoins un peu Christelle aussi là-dessus, est à la fois moral et psychologique. C'est-à-dire que ça peut être un choc psychologique, en tout cas pour la femme, qui peut se sentir en fait dévalorisée, effacée, avoir un sentiment en fait de personne qui n'est pas en capacité de tout apporter à son homme. C'est un sentiment quand même qui est très négatif et qui peut même nous pousser à la dépression si on ne fait pas attention en fait. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont pu tomber dans des dépressions sévères sans en parler, puisque comme c'est pas quelque chose qui est vu négativement dans la culture, se plaindre oui, mais au bout d'un certain temps, au bout peut-être de 1 ou 2 ans, les gens disent ça y est, ça a déjà été fait. Si tu l'acceptes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est pas évident et du coup ça peut aussi lui enlever un espace de parole, puisque du coup comme c'est quelque chose qu'on doit accepter, voilà, ça peut être compliqué dans sa position. Donc je dirais beaucoup psychologiquement. Même pour elle, en fait, s'occuper d'elle au niveau de son ambition, je pense qu'elle verra les choses autrement et qu'elle va être préoccupée par d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a une charge mentale qui va venir, qui n'était pas forcément là avant.
et qui va venir en fait se placer maintenant parce qu'elle va être peut-être dans un mode survie. Parce c'est comme on est comme dans un terrain où on n'a rien à craindre, ben on est quand même plus à l'aise, on se sent moins en danger, donc on a peut-être moins tendance à sortir des mécanismes de défense. Là, on sait qu'on est potentiellement en situation de fragilité et qu'on sera toujours un peu sur la sellette. Personne aime être dans des positions de fragilité. Homme ou femme, hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, dans le cadre de la polygamie, je pense que c'est une position à prendre en compte. Pour les rares personnes qui acceptent encore la polygamie, je dis rare parce que très souvent, aujourd'hui, vous posez la question à une femme, est-ce que tu souhaites que ton mari soit polygame? La première réponse, c'est non. C'est rare. C'est vraiment très rare. Je pense c'est vraiment une minorité des femmes qui vont accepter la polygamie pour satisfaire les besoins ou autres, ou les projets de son mari. Donc voilà, moi, ce que j'aurais vraiment à craindre, c'est vraiment l'aspect psychologique et aussi l'état dans lequel elle peut se retrouver si jamais elle ne veut pas. C'est-à-dire qu'elle peut être dans une situation un peu emprisonnée où en fait elle n'a pas d'autre solution que d'accepter parce que quelle est l'autre option? C'est de partir avec des enfants, d'être dans une situation précaire, d'être mal vue, reniée par la famille. Et là, je reste vraiment dans l'aspect culturel en fait. Voilà. Ok. Et parmi toutes ces conséquences-là, il y en a qui peuvent suivre les enfants. Si je prends les enfants qui grandissent dans les familles polygamiques, il y a des blessures ou des traumatismes qui peuvent les suivre toute leur vie, hein, jusqu'à l'âge adulte. Et les garçons, que ce soit les garçons ou les filles. Donc, en fonction de ce qu'on a vécu un peu dans cette polygamie-là, ça peut influencer l'homme et la femme qu'on devient plus tard à l'âge adulte. Donc là, maintenant, on va passer un peu à l'homme. Un instant, Yann, pour renchérir le commentaire de Fatou. Il y a une chose que je veux souligner depuis tout à l'heure, c'est que on parle de la polygamie comme si, avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Mais en fait, moi, ce que je vois qui a changé avec le temps, c'est la façon dont on fait les choses. Dans le fond, ça n'a pas tellement changé. Si on va comme des années en arrière, dans beaucoup de pays, la polygamie, c'est un régime qui était autorisé. C'était quelque chose qui officiellement était très bien vu. On le faisait de façon libre et tout. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, l'éducation et tout ça, on a allé changer quelques lois. Dans beaucoup de pays, on a balisé les lois au point où on ne te donne pas le choix entre le régime polygamique ou monogamie. On te dit, il y a des pays comme ça, déjà en Afrique, où tu as le choix du régime, ça va être monogamie, la polygamie n'existe pas, mais ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Ça ne change pas grand-chose parce que si tu revois le contexte, c'est qu'il y a une catégorie de la population qui va aller faire les lois en fonction de leurs intérêts. Et ce n'est pas parce que dans une configuration, on ne signe pas le régime polygamique que les polygames n'existent pas. Parce qu'on parle de polygamie, là, on parle d'un ménage à 3, 4, 5 personnes. Là. Tu as une maîtresse, tu es polygame, pareil. Hein. Ce n'est pas différent. Je peux être à Montréal, mariée sous le régime de la communauté des biens avec madame et tout. Puis j'ai une maîtresse à Calgary, j'ai une maîtresse à Toronto, j'ai une maîtresse à Vancouver. Ça ne change rien, c'est la même configuration. La différence entre toi et un homme au Cameroun, c'est que tu ne l'as pas écrit sur le papier. Donc, pour moi, les choses n'ont pas tellement changé. C'est qu'on fait des choses avec plus de subtilité aujourd'hui. On est rendu à un ère où on est subtil dans ce qu'on fait. On fait des choses avec beaucoup plus de subtilité. Donc, ça n'a pas vraiment changé. Les gens servent toujours les intérêts. Ils trouvent le moyen de servir leurs intérêts. Je souris parce qu'il y a des moments où, quand j'étais plus jeune, je me disais, waouh, franchement, si c'était à refaire, j'aurais aimé être un homme, hein, parce qu'au moins, je pourrais avoir plusieurs femmes. Parce que j'ai toujours eu l'impression que les hommes, ils avaient beaucoup d'avantages, mais vraiment beaucoup d'avantages. Et ce que tu dis est vrai, parce qu'on parle de polygamie institutionnalisée, donc c'est-à-dire quand on a été te doter, signer l'acte de mariage et tout, mais il y a aussi les hommes qui ont plusieurs femmes, et même un polygame peut encore avoir des femmes dehors. Comme on dit, il ne faut pas croire que parce qu'il a 3, 4 femmes, ça veut dire qu'il n'a pas d'autres femmes à l'extérieur. Non. Est-ce que c'est donc cette culture, cette façon de penser la relation entre les hommes et les femmes dans nos pays qui fait que l'infidélité est quelque chose
pas banaliser, je sais que je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais ce que tu as dit est pertinent. Je pense qu'on peut un peu prendre 15 minutes dessus. Est-ce que vous pensez que cette façon de penser la relation là, parce que parfois on nous dit, oui, mais tu sais, un homme ne peut pas être fidèle, la polygamie, c'est dans les gènes, les hommes, et ça, c'est dans toutes les cultures. Je ne parle pas que des hommes noirs. Donc, vous pensez que ça peut avoir une influence sur cette attitude que beaucoup d'hommes peuvent avoir d'être infidèles, ne pas se contenter d'une femme? Est-ce que ça peut avoir une origine culturelle liée à l'éducation à la polygamie? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'à ce niveau, il y a, les femmes ont une grosse part de responsabilité dans ce qui est, parce que ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Tant et aussi longtemps que dans nos communautés, on ne va pas éduquer l'enfant garçon à se comporter d'une certaine façon en face de la fille, ça ne changera pas. Parce qu'on veut bien jeter la pierre à qui on veut, à gauche et à droite. On accuse le système d'être fait par des hommes. On accuse les lois d'être à l'avantage des hommes et de tout. Mais à la fin de la journée, ce sont les femmes qui éduquent les enfants. En majorité, c'est encore les femmes qui passent beaucoup plus de temps avec les enfants. Donc, quand on parlait des conséquences tout à l'heure, où je ne sais pas qui l'a dit, peut-être c'est Fatou ou c'est Stéphane, où Fatou disait, et Stéphane le relevait aussi, que les femmes, à un moment, on se trouve désœuvrées moralement, on se dit qu'on est amoindri. On est comme ça, pourquoi? C'est l'éducation qu'on reçoit. Est-ce que nous avons eu des parents qui nous ont inculqué le self-esteem, l'amour de soi? Parce que même si j'aime les autres, il faut que j'apprenne à m'aimer. Il faut que j'apprenne à penser que je compte pour l'être humain que je suis. Est-ce qu'on nous éduque comme ça? On ne nous éduque pas comme ça. On éduque les petites filles dans nos communautés à tout faire pour que l'homme qui est en face d'elle soit à l'aise. Et quand je dis tout faire, là, c'est vraiment tout faire. Parce que les mots, les travers qu'on traîne, je pense toujours que les femmes sont pour beaucoup dedans parce qu'on perpétue ça sur des générations. Sur des générations, on laisse croire aux gens que l'homme est de nature infidèle, mais ce n'est pas vrai. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, ça dépend de la configuration dans laquelle on a grandi. Tu vas trouver des femmes, comme Fatou disait, qui à un moment, tu es face au poids social, tu ne peux pas te rebeller. Tu ne peux pas dire non, ma tranquillité d'esprit est importante, mon équilibre émotionnel personnel est important. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas éduqué à aller te défendre dans ces cas de figure-là. Donc, à un moment, oui, les femmes ont le lourd devoir d'aller éduquer d'autres générations à penser autrement. Ok, merci Christelle. J'ai tellement envie de parler parce que c'est pertinent ce que Christelle disait tantôt sur le fait que la polygamie, en fait, comment je dis ça, a juste été déplacée d'un pays à un autre. Parce que la polygamie, à un moment, c'était imposé, ensuite toléré et parfois interdit dans certains pays. Mais est-ce qu'on peut vraiment éradiquer la polygamie? Je dirais non, dans le sens où avant c'était imposé. Maintenant, dans certains pays, c'est plus imposé, mais on arrive quand même à voir des personnes parler de polyamour, de ménage à trois, etc. Alors, qu'est-ce qui favorise cela? Je dirais, aujourd'hui, à l'ère du XXIe siècle, si on parle encore de polygamie dans certains pays où la femme a le droit de dire non à cela, tout simplement, je dirais que c'est les femmes qui favorisent la polygamie. Je m'explique. Dans certaines sociétés africaines, quand on parlait de polygamie forcée, c'est que les institutions de ce pays-là voulaient qu'un homme ait au moins 2 femmes. Et donc, on pouvait parler de 2 types de polygamie à l'époque. La polygamie assumée dans le sens où les partenaires vivent sur le même toit, ou encore dans le cas où les partenaires ne vivent pas sous le même toit. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le Canada, par exemple, je vais prendre le Canada comme exemple, la polygamie sévit, mais de façon subtile, comme disait Christelle. Pourquoi? Parce que le faux monogame, qui, d'après les institutions, est marié sous le régime de la monogamie, est en train d'avoir ses différents partenaires à l'extérieur. Donc, celle qui est à l'intérieur ne sait pas. Et c'est toujours une forme de polygamie. Ou encore le faux célibataire, c'est-à-dire le célibataire polygame,
qui fait qu'il est célibataire, mais qui fait qu'il se joue de plusieurs femmes dehors. C'est toujours de la polygamie. Inconsciemment, il fait de la polygamie. Donc, je pense qu'à un moment donné, si on est arrivé à cette ère où la femme a le droit de dire non à ci, non à ça, du moment où elle sait qu'un monsieur est en couple, je dis bien si elle sait, le moment où elle se rend compte, elle peut dire non, je ne favorise pas la polygamie. Mais ces femmes savent et elles favorisent. Vous voulez quoi? On ne va pas dire non à cela. Donc, si je comprends bien, en tout cas, on va trancher. Je pense que les torts sont partagés. D'accord, comme Christelle a dit, oui, c'est important d'éduquer les hommes et les femmes. L'homme aussi, même si la femme accepte, il n'est pas aussi obligé de demander. On peut aussi tourner la question comme ça. Donc, je pense que les responsabilités sont individuelles. Si, par exemple, tu es une femme et que ça ne t'arrange pas d'être dans une polygamie, en tout cas, du moment où on te demande même ton avis et que tu es au courant, tu peux dire non. Tu peux dire non aussi. Mais comme Fatou a dit tout à l'heure, on dit non aussi quand on peut assumer. Parce que là, on va parler en tant que femme indépendante qui a son argent et tout, mais une femme qui n'est pas indépendante, qui n'a pas d'argent, qui a 6 gosses, elle fait quoi? Est-ce qu'elle peut se lever et dire non? Est-ce que son entourage va la supporter dans sa décision? Donc, ce n'est pas toujours évident de dire non en tout cas. Mais je crois que les responsabilités ici sont partagées et je ne suis même pas sûre qu'un jour, on pourra dire que la polygamie va plus exister. Pour moi, ce n'est même pas ça le combat. Ce n'est pas ça le combat. C'est au cas où ça se passe mal, comment on peut aider les personnes qui sont impactées par les conséquences. Donc, Fatou, on t'a oublié un peu dans cette question-là. Donc, je te laisse répondre à la question de l'infidélité en lien avec la polygamie. Qu'est-ce que toi, tu penses? Bah, effectivement, en tout cas, je pense que c'est exactement, même si c'est le même schéma, les choses qui vont changer, c'est la légitimité à être avec un tel. Quand on marche avec sa femme, c'est différent de marcher avec sa maîtresse. On n'a pas on n'a pas le même regard, on se comporte pas de la même manière. Par contre, effectivement, dans l'infidélité, je pense qu'il y a des femmes aussi qui, pareil, se doutent que monsieur, il a une maîtresse dehors. Parfois, il y a même des enfants dehors, etc. Tout ça, tout le monde le sait. Des fois, il y a même les belles familles. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont visibles, qui sont présentes, mais il n'y a pas le mariage, en fait. La seule différence, c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand on critique la polygamie, je me dis qu'il y a une incohérence dans la mesure où l'infidélité, en tout cas en Occident, la plupart du temps, elle est beaucoup plus mise en avant. Et quand on entend polygamie, au secours, c'est voilà. Je dis pas qu'il faut penser ça ou ça. Je dis juste que il y en a une qui est en tout cas légitime et qui est connue de tous, et l'autre qui a plutôt tendance à être illégitime et qui doit être cachée. Mais ça n'empêche pas que ça peut être exactement la même émotion que peut vivre la femme. Même une femme qui est mariée, dont le mari est polygame, peut vivre aussi exactement la même chose qu'une femme qui attend son mari et qui a des doutes concernant une tromperie, en fait. OK. Ben, Fatou, quand tu dis légitimer, de toute façon, pour qu'il y ait polygamie, il a fallu qu'il y ait une infidélité, hein. Donc, c'est tellement lié là. Tu peux pas tu peux pas voir une fille qui sort de nulle part et puis tu l'épouses là. S'il y a polygamie à un moment, ça veut dire qu'il y a eu infidélité. C'est juste que par la suite là, comme tu dis, on a légitimé, genre officiellement, je suis Madame telle numéro 2. Et puis, comme je dis, c'est un problème des personnes qui font la loi et qui décident qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et si on parle dans le contexte de la communauté africaine, moi, je te dirais que légitimer ou pas, ça ne change pas grand-chose parce que on a vu des proches à nous avoir une maîtresse pendant 20 ans avec qui ils ont tout fait. Et quand je parle de tout fait, c'est tellement vicieux que ça part jusqu'aux investissements. Ça part tellement loin. On connaît et j'ai été choquée d'observer la même chose dans les pays développés. Ça veut dire quelqu'un qui vit dans un pays développé où officiellement la polygamie est interdite. Tu n'iras jamais à la mairie signer le régime polygamique, qui est marié à une seule femme depuis 25 ans. Il a la même maîtresse depuis 30 ans avec qui il a 4 enfants là. Tout le monde, tout son entourage connaît là. Donc, à un moment, moi, je regarde un peu ça. Moi, je prends plus trop ça avec beaucoup de passion parce que je regarde à la base qui fait les lois. Qui fait les lois et qui fait les lois dans quel but est-ce qu'on fait certaines lois?
Parce qu'on a beau dire qu'il y a les femmes ont des droits, on est à une ère où les femmes parlent et tout, n'empêche que la société est toujours un peu patriarcale, pour ne pas dire beaucoup subtilement patriarcale. C'est comme ça. Donc, toujours aujourd'hui, après des centaines de siècles, c'est encore un peu les hommes qui décident quelle voie on prend. La voix des femmes s'élève, beaucoup de choses changent. Aujourd'hui, il y a une génération de femmes qui pensent qu'elles peuvent faire des choses pour elles, qui pensent que oui, j'ai le droit d'être quelqu'un qui est serein dans ma vie, j'ai le droit d'avoir de la tranquillité. Je peux dire non, comme Yann a dit, tu peux dire non à un gars, que non, moi je ne vais pas être ta femme. Et beaucoup de filles le disent aujourd'hui, non, je ne vais pas être ta femme. Pas parce qu'à la base, la polygamie soit une mauvaise chose en soi, non. Des fois, on le dit par rapport à l'antécédent qu'on a. C'est familial, c'est avec nos amis qu'on l'a vu. On a vu une bonne amie, un bon ami dans la jeunesse vivre des choses. Parce que là, on parle depuis de polygamie et puis on n'a même pas abordé l'aspect spirituel de la chose. Parce que si on entre dans l'aspect métaphysique de la chose, oh là là, Harry Potter à côté, c'est une séance de sinécure, là. On voit des choses comme et sur n'importe quel continent, hein. Moi, je ne vais pas me restreindre à l'Afrique. N'importe quel continent où tu vas voir 1, 2, 3, 4 personnes qui partagent un homme. Ah là là. Moi, limite, là, quand je blague souvent avec mes oncles polygames, là, je leur dis, il faut être sorcier pour être polygame, là, parce que au moins, si tu es sorcier, tu arrives à maîtriser l'énergie de toutes les femmes, là, tu les tiens, là, chacun se calme, parce que sinon, ouf. C'est compliqué. Ok, alors on tire doucement vers la fin avec les conséquences au niveau des hommes, parce que souvent on parle de la polygamie comme si aucun homme ne pouvait en souffrir. Je pense que malgré le fait qu'ils aient choisi, il y a même des hommes qui n'ont pas choisi la polygamie. Hein. Donc, il y a des hommes qui, du fait de leur statut, dans leur tribu ou dans leur famille et tout, se sont vus imposer de devoir avoir plusieurs femmes. On pourrait dire oui, mais il aurait pu dire non. Mais essayez de dire non quand vous vivez dans une certaine communauté, dans une certaine famille, avec une certaine pression sociale, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, quelles sont les conséquences de la polygamie sur certains hommes que vous pouvez voir? Moi, ce que je peux dire pour lancer un peu le truc, c'est qu'il peut y avoir des regrets. L'homme peut arriver à un point où il regrette, se dit si j'avais su que ça se passerait comme ça, je ne serais pas polygame. Ou alors, je n'aurais jamais épousé 2, 3, 4 femmes. Il y a les regrets. Il y a, par exemple, la maladie. Il y a des hommes qui deviennent hyper tendus, qui ont vraiment d'autres maladies physiques à cause des conflits, des tensions permanentes dans le foyer. Il y a l'agressivité. Donc, à force de devoir se battre avec chacune des femmes, à un moment donné, il devient agressif avec tout le monde. Et la pire des conséquences qu'on peut trouver, évidemment, comme je l'ai dit au départ, il y a parfois le décès. Donc, parfois, des femmes se disputent tellement un homme qu'il y en a une qui dit je préfère qu'on perde toutes que de devoir le partager. Et puis, finalement, c'est l'homme qui paye, en fait, de sa vie. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme autre conséquence, en fait, de ce choix et de cette façon de vivre là dans la vie des hommes polygames? Ben, moi, je vois des trucs très désastreux pour eux. Déjà, l'homme, est-ce que je vais dire, c'est ce que j'ai observé. Psychologiquement, un homme, c'est pas fort comme une femme. Psychologiquement, là, les femmes sont très, très... Elles tiennent là. Quand tu vois une femme craquer, entrer dans la dépression, ça prend beaucoup de temps. Parce que un homme pour être déprimé, ça ne prend pas longtemps. Hein. Il suffit d'une situation à laquelle il n'est pas habitué, là, ça part en dépression. Donc, psychologiquement, c'est quelque chose qui peut facilement détruire un homme. Facilement détruire un homme dans le sens où, trop souvent dans nos communautés, on a souvent vu nos jeunes frères, quand Stéphane nous parle de la génération 80 et autres, on a souvent vu nos jeunes frères avoir 2 femmes, pas parce qu'ils voulaient. C'est que à l'origine, la femme qu'il veut épouser ne convient pas à la famille. Ça ne convient pas à la famille. Il va tout faire pour épouser la femme et puis il n'aura ni la bénédiction de la mère, ni celui du père, aucun des frères. Puis on va lui dire, écoute là, en première noce, tu épouses quelqu'un de chez toi. C'est dans beaucoup de communautés, c'est comme ça. Du coup, pour contenter, parce que les hommes sont des personnes qui ne carburent pas dans un milieu stressé.
pour éviter les conflits et contenter tout le monde, ce qu'il va faire, c'est qu'il va effectivement l'épouser, cette première épouse-là. Quand il aura fini d'épouser la femme que ses parents veulent, ben, il va aller épouser la fille qu'il aime ailleurs, même si ce sera assumé ou pas assumé. Donc, il y aura des hommes comme ça où ça va causer un gros stress finalement. Ils vont se retrouver dans un mariage qu'ils n'ont jamais voulu, qui ne leur réussit pas et qui, malgré la présence des enfants, ne sert pas leurs intérêts. Tout à fait, je suis vraiment tout à fait d'accord avec Et toi. puis, il y a l'aspect économique de la chose aussi. C'est que tu te retrouves des fois avec trop de charges pour tes épaules. Trop de charges pour tes épaules parce que il faut qu'on se dise aussi qu'avoir une, deux, trois familles à gérer, il faut avoir les moyens de ta politique. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce qu'au-delà des femmes que tu as à gérer, tu as trois grosses familles à gérer derrière ces femmes-là. Il y a les belles familles que tu dois gérer. Donc, ça demande vraiment d'être un bon manager. Et d'être un bon manager, ceux qui sont un peu futés là-dedans, ils font que tout le monde participe. Ça veut dire que les polygamies qu'on gère comme une compagnie, ben, si on rapporte 1 million et tout le monde rapporte un cinquième ou un quart d'1 million, là, on s'arrange, tu veux manger de l'argent, oui, mais tu vas produire de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'ils s'organisent. Bref, moi, je dirais, pour un homme, ça va être quelque chose qui est compliqué à gérer quand même. Surtout si ce n'est pas voulu, parce que en réalité, ce ne sont pas tous les polygames qui ont voulu être polygames. Des fois, un homme va te dire qu'il a dû épouser une fille qui était la fille de son chef au travail ou de son parrain, je ne sais pas dans quelle loge où il est. Il y a beaucoup de dynamique en arrière de ça, que les hommes ne vont pas toujours t'exposer telles que les choses sont. Il faut vraiment comme être proche de lui pour connaître exactement c'est quoi la dynamique en arrière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Et si c'est un milieu où on fait trop de problèmes, trop de chicanes, comme Fatou et Yann disaient tantôt, ben, un homme, ça ne fonctionne pas au stress là. Ce sont les femmes qui carburent au stress. N'importe quel stress, une femme est capable de gérer si elle veut. Si elle décide que ce stress, si je décide, j'ai envie de le gérer, je vais le gérer. Mais l'homme, ça ne fonctionne pas comme ça. Dès que c'est un milieu où il ne maîtrise plus trop, où son pouvoir a un peu touché son ego, ça va dans tous les sens. C'est comme ça. Ok. Merci beaucoup, Christelle. Stéphane? Alors, moi, je pense que celui qui décide de choisir la polygamie de nos jours, c'est avoir un pied dans la tombe. C'est avoir un pied dans la tombe tout simplement parce que quand je regarde déjà comment le régime monogamie se passe, déjà, comme Christelle disait, on aime quand l'environnement est propice, sain, tranquille à notre épanouissement pour pouvoir carburer, pour pouvoir être productif. Et donc, si déjà dans un environnement monogame, on n'arrive pas déjà à s'en sortir, qu'adviendrait-il si on va choisir 2 ou 3, 4 femmes? Ça va être désastreux pour nous. Donc, je pense déjà aller vers un régime polygame de nos jours, c'est avoir un pied dans la tombe parce que si on n'arrive pas à gérer la situation, les différents conflits, etc., aussitôt, on sera gravement impacté. On va développer des maladies, AVC, tension, stress, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on va rendre l'âme. Je dirais tout simplement que il faudrait que les hommes qui vont vers la polygamie soient des leaders, soient des personnes qui ont du caractère. Parce que s'ils n'ont pas ce caractère-là, vite fait, ils vont tomber sous les coups de la polygamie. Et si tu vois aujourd'hui la façon dont les hommes se comportent face à la polygamie, ce sont, je dirais, je reviens encore dans les 4 exemples que j'ai cités, ils n'assument plus la polygamie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vis dans un régime monogame et je gère mes partenaires dehors parce que c'est moins douloureux, moins stressant que lorsque je les ai tous dans le même toit ou, comme disait Christelle, lorsque je sais que c'est formalisé et j'ai des familles en arrière de moi à gérer. Ça devient lourd. Donc, pour faire jouer au chat et à la souris, salut, bonsoir, je te gère là, et puis voilà, je rentre chez moi. Et tout le monde est content. Merci. Alors, Fatou? Moi, je pense qu'effectivement, ça peut être aussi, alors quand c'est imposé, parce qu'on a vu aussi la configuration de polygamie quand l'homme veut. Quand c'est imposé, je trouve que c'est 2 fois plus difficile pour un homme de gérer et très frustrant pour la première
parce qu'elle peut entendre que ce n'est pas, que c'est une obligation, mais elle ne va pas le comprendre. Voilà, elle va l'entendre, mais elle va pas le comprendre en se disant, mais t'es un homme, si tu veux pas, bah tu prends pas. Donc ça, je suis sûre que voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Après, concernant l'autre femme, est-ce que ça peut aussi déstabiliser dans le foyer? Une femme qui sent qu'elle-même n'est pas désirée dans un foyer, je vois pas ce qu'on peut attendre d'elle en fait. Parce que la puissance d'une femme, c'est aussi dans son épanouissement, c'est là où la femme est beaucoup plus productive. Bon, dans les deux cas, elle peut être productive, mais davantage quand elle est dans un environnement qui, voilà, où elle sait qu'elle est aimée, qu'elle est protégée, etc. Moi, je trouve que là, dans ce type de cas où c'est imposé, c'est de la destruction, hein. On le voit même quand c'est une femme qui est imposée à un homme. Là, pour moi, on peut ouvrir aussi, on va vers la destruction de toute façon. Donc, on risque de détruire aussi sa famille. Et là où je voulais aussi en venir, c'est dans nos communautés, en fait, on pense qu'on est parfois deux personnes, et ça, c'est Stéphane qui disait ça au début, qu'un couple, c'est deux personnes. Mais est-ce que dans nos communautés, un couple, c'est vraiment deux personnes? Est-ce que dans notre communauté, ce sont vraiment deux personnes qui décident de s'unir, deux personnes qui décident de gérer leur vie? Si un couple africain grandit dans un village, dit, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on décide d'aller, je sais pas moi, faire la télé-réalité à Dubaï. On sait que c'est rare, mais tant pis. On veut faire la télé-réalité, on veut aller et on va s'installer à Dubaï et on va vivre là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire ça librement, comme s'ils n'avaient pas de famille, comme s'ils allaient laisser leur nom et leur histoire et leur patrimoine culturel partir partout comme ça? Non. Je pense que c'est bien plus complexe que ça, finalement. Dans une communauté, on est attaché à des choses qui nous dépassent, finalement, qui nous dépassent nous-mêmes en tant que personnes, qui dépassent notre volonté à nous. On va faire des choses même qui ne sont pas de notre volonté, mais on va le faire quand même parce que ça nous dépasse. Le poids qu'il y a sur l'Africain est beaucoup trop lourd, au point d'accepter des choses qui sont lourdes. C'est pas dans toutes les communautés que vous allez trouver ça. C'est pas dans toutes les communautés où vous pouvez dire, ah, moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, je te donne ma fille en mariage, je te fais ci. C'est impossible. On accepte aussi des choses qui ont un impact fort dans nos vies, dans notre destinée. C'est aussi pour ça, je pense que les difficultés sont deux fois plus lourdes et les conséquences sont deux fois plus lourdes à récupérer, en fait. Ok. Bah oui, je pense que de toutes les façons, dans un foyer polygamique où les choses se passent très mal, tout le monde finalement en paye le prix. On ne sort pas de là indemne. C'est la même chose aussi dans les familles monogamiques, ils ont aussi leur part de problèmes, hein. Mais au final, je pense que le plus important, c'est vraiment l'attitude des parents avec S, parce que dans les foyers polygamiques, il y a plusieurs femmes, un homme et plusieurs femmes. C'est l'attitude de ces adultes envers les enfants qui va vraiment déterminer si ces enfants ont été blessés, si on les a accompagnés, s'ils ont reçu le minimum pour se développer ou pas. Il y a des gens qui viennent consulter aujourd'hui parce qu'ils ont été blessés dans les familles polygamiques. Et ce n'était pas forcément à cause de la polygamie, c'était à cause de la personne qui était dans cette famille-là. Parce que quand on arrive dans un mariage, il y a déjà notre histoire personnelle, hein. Il y a notre caractère, il y a tout ce qu'on vient dans cette famille-là avec notre propre bagage, nos émotions qui vont influencer aussi comment on va se comporter et comment on va gérer les choses. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été là. Alors, on est déjà à la fin. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot de fin chacun? Ça peut être une suggestion, un commentaire ou un conseil pour toutes les personnes qui ont vécu dans ce genre de famille-là et qui estiment qu'aujourd'hui, elles ont été blessées par ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Moi, je dirais qu'il faudrait qu'elles s'écoutent. Ça, c'est nouveau, ça serait une grande innovation pour l'Africain, c'est de s'écouter soi-même. Finalement, c'est très compliqué, c'est très douloureux, c'est très difficile parce qu'en s'écoutant soi-même, on a l'impression de se couper d'une partie de nous-mêmes. Et il se trouve que cette partie de nous-mêmes, c'est certainement souvent la famille, etc., ou les traditions. De s'écouter, de ne pas négliger les signaux d'alerte et d'aller consulter. Je pense que c'est important parce que c'est pas une dynamique dans laquelle on est habitué de se dire qu'on n'est pas bien, qu'on va aller voir un psychologue ou qu'on va aller parler à un autre professionnel. Voilà, c'est vraiment d'être vigilant par rapport à soi, de s'écouter et de tout de suite prendre en compte les signaux d'alerte pour en parler. Voilà, et je te remercie en tout cas. Merci Fatou. Christelle?
Mais moi, je dirais aux personnes qui ont grandi dans ces configurations ou proches de ces configurations-là, à l'âge adulte, ayez une conversation honnête avec vos parents. Il faut essayer de sortir du mythe là et du film où, ah non, mon père, il était polygame, et ma mère, oh, ça allait bien, on était en joie, on était en paix. Il y a une espèce de malhonnêteté là-dedans qui me sort carrément des pores parce que à l'âge adulte, je pense qu'on atteint l'âge où on peut demander à son père, à sa mère, mais dis-moi, causons, causons honnêtement, surtout aux mamans là, parce que il y a un truc dans la communauté africaine, et Fatou vient de le dire là, on croit trop chez les Africains qu'on peut masquer beaucoup de choses et que quand tu es enfant, tu ne perçois pas, que tu ne sais pas quand ça va mal pour le parent, que tu n'arrives pas à sentir quand ça ne va pas. Mais les enfants savent quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas chez les adultes, les enfants le savent. Donc, à un moment, si on a grandi dans une configuration comme ça, à un moment, il faut s'asseoir avec les parents, il faut avoir une conversation honnête sur la dynamique qu'il y avait. Si on avait une conversation honnête avec nos parents, si nos parents, nos mères en particulier, étaient un tout petit peu honnêtes ouvertement, et là, je vais mettre comme des guillemets parce que je le dis souvent en d'autres mots, je dis aux gens que ben, si c'était si bien que ça, pourquoi est-ce que les mamans africaines aujourd'hui insistent pour que les femmes soient indépendantes financièrement? C'est pas pour rien, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas ouvrir la bouche et nous dire. Elle va juste te dire, ah non, il faut travailler, cherche ton argent. Parce qu'elle sait que si tu te retrouves dans la même configuration qu'elle aujourd'hui, au moins si tu es financièrement indépendante, il y a des choses où tu peux avoir le choix. Et je pense qu'à ce niveau, nos parents ont beaucoup fauté. Parce que nous, on a une perception idyllique de la vie de nos parents. Et ce n'est pas souvent vrai. C'est pas souvent vrai. On a l'image qu'on veut avoir de leur vie, qui n'est pas souvent la réalité. Il y a quand même des parents qui n'ont pas caché c'est quoi les traumatismes qu'ils ont vécu, c'est quoi les événements qu'ils ont eus aux enfants. Quelque part, c'est bien de savoir ça. C'est bien de savoir ça parce que ça me permet à moi, en tant qu'enfant, de grandir en tant qu'adulte et de savoir que, OK, telle configuration peut ne pas être correcte. Même si la société l'encourage, ça peut ne pas être correct parce que il y a le risque de telle chose, telle chose, telle chose. Au moins, je suis avertie. Même si je choisis cette configuration, je suis avertie du type de problématique que je peux avoir là-dedans. À la place d'une mère ou d'un père qui ne t'a jamais rien dit, chez qui tu as cru percevoir que ça se gérait facilement, tu t'es embarqué dedans et arrivé, tu te casses les pieds, comme on est en train d'expliquer. Parce que tu as eu l'image de la vie de tes parents que tu voulais avoir, qui n'était pas la réalité. Donc, à un moment, ça prend qu'on parle de façon honnête avec nos parents qui ont été mariés dans la polygamie pour essayer de comprendre c'était quoi leur challenge, c'était quoi la dynamique, c'était quoi les enjeux. Qu'on nous dise pas seulement que, ah non, tu peux le faire, hein. Chacun a sa chambre, ou bien chacun, tu viens à Yaoundé, elle vient à Douala, hein. Ça va aller. Mais non, c'est pas si facile que ça. C'est vraiment ça. Et puis, la dernière chose aussi sur laquelle je vais insister, c'est que nous devons de plus en plus, cette génération-ci, nous devons prendre l'habitude de savoir quand ça ne va pas et d'aller consulter, comme Fatou dit. Quand ça ne va pas, ça peut paraître minime des fois, ou bien on peut minimiser l'impact de certaines situations sur notre vie, mais ça n'a pas l'air si minime que ça. Parce que ça va être comme une marmite qui est sur le feu en train de bouillir, et puis un jour, paf, parce que puis tout va en vrille. Nous devons apprendre à consulter. Parce que les maladies mentales, ce n'est pas l'affaire des autres, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde peut avoir un problème mental. Tout le monde peut avoir une maladie mentale. Des fois, tu l'as même et tu n'es même pas conscient que tu l'as parce que dans ta culture, on ne t'a pas appris à détecter les signes, on ne t'a pas expliqué que c'est le début d'un problème. Mais pour nous autres qui avons eu l'opportunité de côtoyer d'autres cultures, ce qui est très enrichissant. Et l'une des choses que moi j'ai compris personnellement, c'est qu'il faut que nous trouvions normal d'aller consulter. Tout comme on va consulter un médecin parce qu'on a de la température, parce qu'on tousse, il faudrait qu'on aille consulter un professionnel quand psychologiquement, mentalement, ça ne va pas.
Ok, merci Christelle. Avant de passer la parole à Stéphane, juste un petit point rajouté à ce que tu as dit. Tu sais, dans beaucoup de cultures africaines, on dit que le mariage, c'est souffrir aussi. Donc, on associe en fait le mariage à de la souffrance. Donc, quand tu es marié, il y a des choses que tu vis, tu normalises en fait ces vécus-là. Donc, pour toi, c'est tout à fait normal, c'est pas extraordinaire. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans beaucoup de familles, les mamans ou les papas ne vont pas se plaindre, en fait, de certaines choses qu'ils ont traversées parce que pour eux, ça fait partie du mariage et c'est normal. Parce que culturellement, c'est ce qu'on leur a appris toujours, que souffrir dans cette situation-là, il n'y a rien de plus normal. Plus tu souffres, plus tu endures, plus tu es un vrai homme, plus tu es une vraie femme. C'est comme s'il y a eu cette apologie de la souffrance, en fait, comme étant une épreuve par laquelle on doit passer pour arriver à une certaine maturité ou à une certaine sagesse. Je me dis que ça peut expliquer aussi pourquoi parfois les parents ne, c'est pas qu'ils mentent, hein, je pense que c'est juste qu'ils pensent que c'est normal. Ils normalisent en fait quelque chose qui fait mal. Ils se disent que oui, mais qu'est-ce que tu croyais? Le mariage n'a jamais été facile. Si c'était le cas, on le saurait. Donc, c'est juste pour ajouter un peu d'eau à ton vin, pour expliquer un peu ça. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Stéphane pour clore. Merci encore Yann. Alors, moi, j'ai un gros problème avec l'éducation de nos parents. Cette éducation qui tendrait souvent à dire tu vas vivre de tes propres expériences, tu vas apprendre à découvrir cela quand tu vas dans ton foyer, et puis à un moment donné, tu vas réaliser que c'est comme ça marche. J'ai un gros problème avec ce problème de communication, de privation, du sujet tabou. Je pense que si on était encadré, si on nous le disait très souvent, ça ne va pas être facile, voilà comment ça marche, voilà ce que vous allez vivre, ça changerait tout et ça changerait beaucoup. Lorsqu'on est issu d'une famille polygame et qu'à un moment donné, le parent sait que son enfant est adulte et que le parent décide d'avoir une conversation sérieuse, égal à égal, parce que son enfant est devenu adulte, ce serait de lui dire, avant qu'il ne retombe encore peut-être dans la même enseigne, ce que les parents ont à vivre, écoute, fiston, j'ai été dans une famille polygame, ce n'était pas toujours facile. Et pour cela, il va falloir être tellement ouvert d'esprit pour ne pas biaiser la compréhension de l'enfant. Donc, il va falloir être ouvert d'esprit pour lui dire des choses de manière impartiale. Lui dire, écoute, ça n'a pas toujours été facile, j'ai jamais voulu ça, ou j'ai voulu ça, mais voilà les réalités, est-ce que tu veux vivre les mêmes réalités, etc., etc. Mais à la fin de la journée, l'enfant aura toute la donne en main et pourra faire sa synthèse plus tard. Et c'est ça que j'ai comme problème, c'est qu'on nous laisse trop souvent aller découvrir et souvent c'est très tard. On est devant le fait accompli. Et puis, Fatou a dit, il faut s'écouter. C'est clair, qu'on le veut ou pas, à un moment donné, on aura ce qu'on appelle un conflit d'intérêt avec soi-même. Il y a des choses, tu vas voir dans la société, tu vas dire, c'est pas normal. Mais comme la société fonctionne comme ça, tu dis, oh, peut-être c'est ça. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas normal. Mais tu fais avec et ça finit par te rattraper, que tu le veux ou pas. Tôt ou tard, tu vas finir par être rattrapé par cela. Et donc, pour conclure, je dirais, avec tout ce que Christelle a dit, Fatou, il va falloir tout aller vers des experts. Il va falloir aller vers des éducateurs sociaux autant pour moi, ou des psychologues, des personnes qui vont vous aider à mieux voir ce qui est en train de vous arriver. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous tous. En tout cas, c'était un débat très, 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 très intéressant. Donc, on se reverra sûrement à d'autres occasions. Je vous souhaite de passer alors un bon dimanche et un bon début de semaine. Merci Yann. Bon début de semaine Fatou et Stéphane. Merci. Bon début de semaine. Au revoir. Au revoir.